Ce que vous voyez, c'est la jaquette du dernier livre de notre collaboratrice à l'émission, la psychothérapeute Stéphanie Milaud. Ça s'appelle « La philosophie de l'iceberg » qui nous donne des conseils sur les façons de prendre la vie. On est tous plus ou moins intelligents émotionnellement. Ça veut dire quoi, ça? Bien, je fais une analogie dans le livre où j'explique la différence entre le QI et le QE. À l'époque, puis je vous raconte souvent cette anecdote-là en conférence, mon père a 67 ans. Il étudiait au Collège Notre-Dame de Montréal et à l'époque, on faisait faire un test de QI, quotient intellectuel. Et en fonction de ton résultat, on déterminait si tu étais voué à une grande carrière ou s'il fallait que tu n'aies pas trop d'espoir. Et moi, ce que je dis souvent, c'est la mauvaise nouvelle avec le QI, c'est que si tu es né avec 72, ben tu vas mourir avec 72. Le quotient intellectuel ne varie pas dans le temps. Le QE et l'intelligence émotionnelle, donc le quotient émotionnel, c'est quelque chose qui varie. Il y a 4 composantes à l'intelligence émotionnelle. Tout d'abord, la conscience de soi. En tant qu'être humain, si je suis conscient des émotions que je vis, si je suis capable de les nommer, si je suis capable de les reconnaître, je vais ensuite être capable de les gérer. Donc, la première composante, c'est la conscience de soi. Ensuite, la gestion de nos émotions. Un être humain équilibré doit être en mesure de gérer le mieux possible ses émotions. Gérer son stress, sa colère, sa culpabilité, toutes les émotions désagréables qu'on peut vivre. Il y a une autre portion à l'intelligence émotionnelle et c'est la conscience des autres. On vit, Denis, dans une société où on a à tous les jours à côtoyer des gens pour notre travail, dans nos relations, dans notre famille. La conscience des autres, c'est ma capacité à entrer en communication, à gérer la relation, à être empathique, à comprendre ce que l'autre vit. Et évidemment, si je suis conscient des autres, je suis capable de mieux gérer mes relations. Donc, ça veut dire que je peux être une bolle, là, pour comprendre tout ça, d'affaires bien, bien compliquées, mais émotivement, être pas très fort. C'est-à-dire être tourné sur moi-même, puis pas être capable d'être équilibré dans mes émotions, tout mêlé dans mes émotions. C'est un peu ça que ça veut dire. Moi, j'ai fait une étude à l'université il y a plusieurs années sur des tueurs en série. Et très souvent, des gens qui sont des tueurs en série ont des quotients intellectuels plus élevés que la moyenne. C'est prouvé. William Fife, qui est un trop célèbre tueur en série québécois, était un homme qui avait un QI très élevé, mais ces gens-là ont un quotient émotionnel à peu près nul. Très peu d'empathie, des gens repliés sur eux-mêmes. Alors oui, effectivement, on peut être très intelligent, alors l'intelligence rationnelle, mais avoir très peu d'intelligence émotionnelle. Mais est-ce qu'on peut être une bolle et être équilibré émotivement aussi? Ah ben oui, tout à fait. Oui. C'est pas parce que vous avez un enfant qui est bien mort à l'école qu'il ne sait pas ce qu'il va émotivement. Et c'est pas un ou l'autre, effectivement. Et il y a une étude qui a été publiée récemment, qui est sortie de l'Université Harvard, où on a demandé à des gestionnaires, lorsque vous embauchez quelqu'un, c'est quoi les critères les plus importants lors de l'embauche? Et 76% des gestionnaires ont dit, pour nous, on veut des gens intelligents émotionnellement. 76% des gens attribuaient dans leurs critères de sélection, entre autres, l'attitude, avoir une bonne attitude. Et ça aussi, j'en parle. Vous parlez de l'attitude et de la reconnaissance. C'est des portions de personnalité importantes à développer. Parce que dans le fond, ce que vous voulez, c'est trouver le bonheur. Vous dites, si on est équilibré émotionnellement, ça va mieux aller. Alors, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Bien, premièrement, Denis, je voudrais expliquer. La philosophie iceberg, c'est 5 thèmes sur lesquels l'individu travaille. L'intelligence émotionnelle, la reconnaissance, le plaisir, la motivation et l'attitude. Donc, lorsqu'on parle de reconnaissance, il y a des études scientifiques actuellement qui nous ont prouvé que lorsqu'on est dans un état de reconnaissance, ça a une incidence sur notre santé. On parlait de David Servan-Schreiber tout à l'heure à micro fermé. David Servan-Schreiber a prouvé dans ses livres que lorsqu'on vit de la reconnaissance, lorsqu'on est bien avec nous-mêmes, lorsqu'on est en paix, il y a un impact direct sur notre santé. Mais la reconnaissance, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le fond, reconnaissance, ça veut dire merci mon Dieu d'avoir ce que j'ai, des beaux enfants, une belle job, ça va bien, c'est ça? Deux niveaux. Être reconnaissant de ce qu'on a et être aussi capable de faire preuve de reconnaissance envers les gens autour de nous. Alors, c'est vraiment à 2 niveaux. Être reconnaissant de ce qu'on a, c'est mettre notre focus sur ce qui va bien dans notre vie au lieu de sur ce qui va mal. Et il y a des gens qui sont spécialistes pour ne voir que ce qui va mal dans leur vie, alors qu'à l'inverse, tu sais, je pense, souvent, je vais donner l'exemple. Est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin en disant « Merci, mon Dieu, je suis en santé ». Tu sais, on prend ça pour acquis, c'est comme si c'était normal. Mais la reconnaissance, c'est dire « C'est extraordinaire, je suis en santé, j'ai un emploi que j'aime, j'ai une famille, j'ai des gens autour de moi qui m'apprécient, j'ai du potentiel, je peux me développer ». C'est ça de favoriser moi, je parle souvent du lâcher-prise. J'ai l'impression que la reconnaissance, c'est comme la prémisse au lâcher-prise. Avant de lâcher prise dans la vie, vous dites « Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça va marcher ». Il faut être reconnaissant, là, parce que sans ça, ça marche pas. On ne peut pas lâcher prise si on n'est pas reconnaissant. Exactement. Et je donne souvent un exercice à faire. Je dis aux gens, ce soir, avant de vous coucher,
répertorier 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et je peux te dire que très souvent, les gens reviennent en me disant « ça n'a pas été facile ». Imaginez, 10 choses. Et je ne m'attends pas à des grosses choses, des choses minimes au quotidien pour lesquelles on est reconnaissant. Il est prouvé scientifiquement que lorsqu'on est dans un état de gratitude, de reconnaissance, ça a un lien. Ça a un impact sur notre santé, sur notre cœur aussi. David Servan-Schreiber l'explique dans un de ses livres. Il dit « On entre en état de cohérence cardiaque lorsqu'on vit des émotions agréables. Et à l'inverse, lorsqu'on vit de la colère, du stress, de la culpabilité, des émotions désagréables, notre cœur entre en état de chaos. On a des battements irréguliers. Ça a été prouvé. Il y a un institut en Californie qui s'appelle l'Institut HeartMath qui a expliqué ce concept. Ils ont fait venir des milliers de personnes. On les a mis sur des électrocardiogramme. Et on leur demandait, entre autres, de repenser à un événement difficile qu'ils avaient vécu, à un conflit. Et on pouvait clairement voir leur cœur avoir des battements irréguliers. Évidemment, si notre cœur est en état de chaos, on peut s'imaginer ce que le reste du corps a à subir. Alors, vous parlez d'attitude. OK, soyons reconnaissants, mais l'attitude, c'est quoi? Penser positif. C'est vrai que vous êtes motivologue, dans le fond. Là. On dit tout le temps penser positif et ça va marcher, mais c'est quand même plus que ça, l'attitude. L'attitude, c'est beaucoup plus que ça. On sait qu'il y a des gens qui ont une personnalité qu'on appelle autodéterminée. Ce sont des gens qui ont une facilité à avoir une meilleure attitude, à avoir plus de plaisir dans leur vie. Alors oui, l'attitude, encore une fois, c'est où est-ce que je décide de mettre mon focus dans la vie? Est-ce que je décide d'avoir une bonne attitude ou encore est-ce que je décide de juste voir ce qui va mal? Et ça, je dis que c'est un choix. Hein? Très souvent, on peut choisir notre attitude. Tu peux choisir de te lever le matin et de dire, je suis victime. C'est la faute de mon patron si ça va mal. C'est la faute de mon mari. Combien de fois des gens me disent, ouais, mais Stéphanie, si tu étais mariée avec mon mari, là, tu comprendrais. Et savez-vous ce que je leur réponds? C'est difficile d'avoir une bonne attitude avec ce gros-là qui est tout en train de fioler. Mais tu sais ce que je leur réponds? Je leur dis, oui, mais c'est parce que c'est toi qui l'as choisi, ton mari. Puis non seulement ça, tu décides de rester avec. Je ne l'ai pas marié, ton mari. Fort heureusement, peut-être. Tu comprends? Alors, l'idée, c'est de dire, si tu n'es pas content de ta situation... Donc, l'attitude de la victime, on ne peut pas être heureux si on ne se prend pas une victime, si on n'est pas ouvert au beau de la vie, finalement. Exactement. On ne peut pas être heureux et on peut faire des choix si on n'est pas satisfait de notre vie. Vous parlez du plaisir. C'est important d'avoir du fun dans la vie. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, mais on ne peut pas en avoir tout le temps. Alors, c'est quoi ça? Vous dites, il faut être reconnaissant, il faut avoir une bonne attitude, mais le plaisir, c'est quoi? Pourquoi on ne peut pas en avoir toujours? Et c'est ça, souvent les gens vont me dire, on a souvent des croyances qui sont erronées par rapport au plaisir. Souvent les gens vont me dire, oui, mais Stéphanie, au travail, c'est pas l'endroit pour avoir du plaisir. Denis, qui a dit ça? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de plaisir en travaillant? Et moi, je pose la question aux gens, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te poser la question, quelles sont tes passions? En conférence, souvent, je fais faire un exercice, je dis, à quoi tu jouais quand tu étais petit? C'était quoi ton jeu préféré? Sais-tu à quoi je jouais, moi, Denis, quand j'étais jeune? Au docteur. Non, j'ai joué à ça plus tard. Mais j'ai joué beaucoup au professeur. C'est drôle, aujourd'hui, j'enseigne. J'ai joué aussi beaucoup, puis ça, je vais dire ça, là, c'est une confidence. Quand j'étais jeune, avant de me coucher, puis là, je te parle 7, 8, 9 ans. Non, elle n'est pas trop loin dans la confidence. Non, mais... c'est pas si personnel que ça. Ce que je faisais, avant de me coucher, j'étais interviewée. J'avais 7, 8, 9 ans, puis moi, là, j'étais une personnalité connue, on m'interviewait. Puis c'est à 7, 8 ans, tu as l'imagination fertile. Moi, je m'étais même trouvé un nom de famille, je m'appelais Stephanie Forsythe. Tu comprends? Et là, parce que c'était dans le temps de Dynastie, à l'époque, John Forsythe. Tout ça pour dire que c'était ma passion. Et aujourd'hui, je gagne ma vie en enseignant, en écrivant des livres, en faisant ce que j'aimais quand j'étais jeune. Alors, j'essaie de ramener les gens à qu'est-ce qui vous fait plaisir. On va parler de l'intelligence émotionnelle, la reconnaissance, l'attitude, le plaisir et la motivation. Ça veut dire quoi? Il faut être motivé à quoi, là, dans le... On doit être capable de s'auto-motiver. Et j'explique dans le livre qu'il y a 2 types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur. Ceux qui attendent la table dans le dos, là, c'est beau ce que tu as fait. D'une part, ou, exemple, moi j'ai travaillé longtemps dans la vente et on nous faisait venir quelques fois par année, tu sais, les conférenciers motivateurs, ce que je fais aujourd'hui, mais on nous faisait venir des conférenciers et là, tu sais, tu sortais de là très, très motivé, le pep talk, et là, tu avais envie de vendre. Mais évidemment, c'est une motivation qui vient de l'extérieur, c'est éphémère, ça prend souvent du renforcement. La motivation qu'on doit travailler, c'est la motivation intrinsèque, la motivation qui vient à l'intérieur, qui vient de l'intérieur.